Donc, on parle là des trucs et astuces. En première partie, on était beaucoup, on Maïté le qualifié de concret parce qu'on était dans le fait vécu, dans ce que les organismes culturels ont eu à traverser comme défi, comme réussite aussi. Et là, on parle du comment. Hein? Comment mettre tout ça en place, comment favoriser l'introduction d'un plan de développement durable dans notre organisme culturel, et quels sont les défis que vous-même vous constatez dans le cadre des accompagnements que vous faites. Donc, je vais débuter par la présentation de nos super panélistes. Nous avons Sophie Laurence, qui est co-directrice générale par intérim du Conseil québécois des événements éco-responsables. Bonjour, Bonjour, bonjour. merci d'être là. Lorraine Simard, cofondatrice, experte conseil environnement et leadership sociétal au Comité U21 Québec. Bienvenue. Et pour terminer, Anne-Catherine Lebeau, qui est directrice générale et cofondatrice d'EcoSéno. Première question, on y va. Donc, nous, on va y aller plus par catégorie de personnes et d'expertise. Déjà, vous allez sûrement exprimer des réactions par rapport à ce que vous avez entendu précédemment. Il y en a que vous avez vous-même peut-être accompagné dans ces processus-là. Sophie Laurence, je vais commencer avec toi. Oui. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pousse une organisation culturelle à entreprendre une démarche de développement durable et à se doter d'un plan d'action? C'est quand même un grand pas à Oui, franchir. oui, oui, exactement. Puis la question, je la vois un peu en deux volets. Euh, on a parlé de beaucoup de choses ce matin. On dirait que j'aimerais faire beaucoup de liens avec ce qu'on a parlé précédemment, mais je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. On a parlé ce matin notamment de certains bailleurs de fonds qui se dotent de critères, qui poussent les organisations à aller de l'avant, à se doter de différents outils, à entreprendre une démarche. Donc, c'est sûr que ça, c'est un certain levier pour les organisations d'être un peu obligées de passer à l'action. Toutefois, ce qu'on constate, puis c'est pas juste dans le secteur culturel, mais c'est dans plusieurs autres secteurs, le fait d'être obligé de passer à l'action, souvent c'est pas suffisant pour la pérennité des actions, pour s'assurer d'avoir des changements qui sont en profondeur. Il faut avoir une réelle volonté en tant qu'organisation de faire des changements qui sont profonds. Il faut réussir à aussi mobiliser les gens autour d'un sens commun, d'un mobile commun. On a fait beaucoup de liens ce matin aussi avec le sens qu'on donne en culture. Je pense que c'est la même chose avec les démarches de développement durable, l'importance de créer du sens, en fait, pour qu'une démarche fonctionne. Donc, je dirais que qu'est-ce qui pousse les organisations à entreprendre une démarche de développement durable ou d'éco-responsabilité ou de transition écologique? On a parlé un petit peu de sémantique ce matin. Ben, en fait, il y a beaucoup d'éléments, mais je pense que le fait d'avoir un sens pour l'organisation, un sens qui va en lien avec sa mission, en lien avec les objectifs de son équipe. Je pense que c'est un enjeu qui est central. Puis, qu'est-ce qui pousse les organisations à se doter d'un plan d'action précisément? Bien, je dirais qu'un plan d'action, c'est le comment. Hein? Comment on veut mettre en place certaines actions, mais j'aimerais pas qu'on oublie le sens ici. Qu'on n'oublie pas l'importance d'avoir une vision de l'avant. Je dis souvent dans mes accompagnements que l'engagement écrit, la politique, par exemple, d'éco-responsabilité ou de transition écologique, c'est un peu le pourquoi on veut faire une démarche. Le plan d'action, c'est le comment on va le faire. Donc, pour moi, il faut savoir où on veut aller avant de savoir comment on veut y aller. Voilà, le plan d'action, c'est une façon de se structurer finalement. Oui, puis ça va permettre justement une instauration plus pérenne avec une implication de l'équipe, des humains qui habitent aussi ces changements-là auxquels il faut penser. Sur quoi il faut miser, selon toi, pour en favoriser la mise en place de ce plan d'action-là, justement, étant donné qu'il y a plusieurs freins en fonction de la grandeur de l'organisation, du nombre d'humains qui la composent également, des différents défis. Comment on en arrive là? Oui, comment arriver à avoir un plan d'action? On a nommé ce matin plein d'éléments super intéressants. Puis, c'est sûr que quand j'entendais Caroline avec la démarche du musée McCord-Stewart, que j'ai eu la chance d'accompagner de près, en fait, je repense à tout le processus avant même d'arriver au plan d'action. Puis, tout le processus en amont, pour moi, il est primordial. Je vois effectivement des organisations qui arrivent vers nous puis qui nous disent, on a un plan d'action, on fait des choses. Parfait, mais où on veut aller? Qu'est-ce qu'on fait?
pourquoi on fait ces actions-là, il faut peut-être faire quelques pas en arrière puis commencer par se poser la question qui on est, quels sont nos impacts, qu'est-ce qu'on fait, puis commencer par peut-être comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qu'il faut améliorer. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'en font pas assez, qui ne savent pas trop par où commencer, mais souvent, les organisations culturelles font déjà beaucoup de choses. Donc, prendre le temps de les nommer, ces choses-là, c'est déjà un premier élément super pertinent. Puis après ça, oui, faire un diagnostic plus complet. Un diagnostic, ça prend du temps. On le voyait notamment avec la démarche du musée McCord, Stewart, que c'est pas après 1 an qu'on comprend pleinement l'impact de notre organisation. Puis là, on est en mesure de faire un plan d'action puis surfer là-dessus pendant 10 ans. Un diagnostic, ça se fait sur plusieurs années. À chaque année, on comprend un peu plus qu'est-ce qu'on fait. On tente de mettre des chiffres peut-être là-dessus. Donc, bref, il y a des étapes préalables au plan d'action, si on veut, là, qui sont nécessaires. Puis un élément sur lequel j'aime beaucoup insister, c'est l'importance de la mobilisation des parties prenantes. Pour qu'un plan d'action fonctionne, pour qu'on arrive à pérenniser les actions puis tendre vers une amélioration continue, il faut que les gens soient en mesure de nous suivre là-dedans. Puis je reviens à l'élément du sens un peu. Il faut se trouver un mobile commun en tant qu'organisation pour se sentir finalement concerné par la démarche. Si une direction arrive en disant, voici notre vision d'avenir, on va faire ça, 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 mais personne n'a envie de participer, on n'ira pas très loin. Hein? Donc, finalement, la mobilisation des personnes à l'interne, mais même à l'externe, on a parlé ce matin de l'engagement du public, l'engagement des partenaires, même l'engagement des fournisseurs. Finalement, c'est beaucoup de monde à rassembler autour d'une table virtuelle, peut-être, pour repenser nos façons de faire, pour finalement arriver à avoir un plan d'action qui mobilise tout le monde. Mais c'est possible de le faire. Et est-ce que tu remarques des pièges récurrents ou des petits écueils qu'on pourrait peut-être éviter, là, qui sont un peu généralisés, si on veut? Je remarque beaucoup de pièges, bien honnêtement. Je pense qu'il y a un des pièges, c'est justement de laisser certaines personnes derrière, hein, de ne pas impliquer tout le monde dans la démarche, que certaines personnes font un peu les actions à contre-cœur, que dès qu'il n'y a plus personne qui les regarde, ils abandonnent leurs actions. Donc ça, c'est un piège à éviter. Je m'étais pris des petites notes, j'avais comme plein de pièges à vous mettre de l'avant, mais de comprendre pourquoi on fait ça, puis de ne pas aussi travailler en silo. Je vois beaucoup d'organisations qui se dotent d'une démarche, puis finalement, c'est le projet de Joanne, la démarche d'éco-responsabilité. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Donc, de rendre cette démarche-là comme une responsabilité partagée, puis que tout le monde ait un rôle au sein de la démarche, pour moi, c'est primordial également. Autre piège, peut-être à éviter, faire les choses par étapes, je dirais. Je propose souvent de commencer par des petits gestes pour vivre des succès rapidement dans une équipe. Des fois, on voit l'urgence climatique, on voit les défis qui sont immenses, on oublie peut-être ce qu'on fait de bien. Puis, la clé, j'y reviens toujours, c'est la mobilisation des personnes, puis de faire vivre rapidement des succès à notre équipe pour après ça, s'attaquer à des plus grands défis. C'est une clé importante à garder en tête. Donc, commencer par des projets pilotes, par exemple, avant d'étendre une initiative plus largement, ça peut être une piste à explorer. Voilà, et puis peut-être un dernier élément pour conclure sur les pièges. Faire attention à pas d'entreprendre des changements qui sont en profondeur. On avait une discussion notamment ce matin à cet effet, mais on a une urgence climatique, il faut la nommer. Je dis il faut commencer par des petites choses pour vivre des succès, mais il ne faut pas oublier les grands enjeux. Donc, parfois, il faut prendre le temps de ralentir pour se poser les bonnes questions puis attaquer les vrais enjeux qui sont parfois plus profonds que juste bannir des pailles, par exemple. Que de sages paroles. Merci. Ralentir, l'importance même de pouvoir constater et prendre un pas de recul. Rapidement, pour terminer, le temps file rapidement. Quels sont les outils concrets que les organisations culturelles peuvent utiliser pour les aider dans leur démarche?
en quelques points. Oui. Donc, outils concrets, il existe des guides. On en a reçu un dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui. Il existe des guides, il y a aussi des ressources. Vous allez sur les sites de nos organisations, notamment, vous allez trouver plein de choses. Je pourrais mentionner le fait qu'il y a des attestations, des accréditations qui ne sont pas juste là pour reconnaître les efforts des gens, mais qui sont là pour les guider aussi vers les meilleures pratiques, les bonnes pratiques et pour structurer un peu leur démarche. Donc, les accréditations, les normes peuvent être des outils intéressants, mais je pense que le meilleur outil, c'est peut-être de se parler entre nous, de partager nos expériences, nos bons coups, puis aussi nos moins bons coups pour apprendre. On le disait ce matin, c'est parfois par les échecs qu'on apprend le plus. Merci beaucoup, Sophie-Laurence. Je passe maintenant à Lorraine Simard. Bienvenue encore une fois, très heureuse de t'avoir parmi nous. Quelles sont les questions abordées quand vous accompagnez les organismes? Pour l'instant, c'est de répondre aux besoins gouvernementaux de participer au fonds à la réduction. Alors, il y a deux approches très différentes. C'est celle de répondre à un besoin immédiat. Donc, par où commencer? Et c'est l'inquiétude, c'est un peu la panique par manque de ressources humaines, ressources financières. Puis à la fois, d'un autre point de vue, et c'est la bonne nouvelle lorsque je l'entends, c'est lorsque la demande et l'idée vient vraiment aussi de la haute direction, du conseil d'administration et de la direction. Tout changement doit être abordé, non pas nécessairement toujours dans l'idée du haut, mais quand même, si ce n'est pas supporté par la direction, ça ne peut pas percoler. Après ça, il faut travailler, bien sûr, dans une démarche pour identifier les premiers enjeux majeurs, que je suis d'accord avec tout ce qu'elle a appuyé. Je ne vais pas aller répéter les points, mais on travaille aussi dans ce sens-là. Alors, donc, la haute direction est extrêmement important de prendre une décision de ce virage. En ce moment, les enjeux ne sont pas seulement le changement climatique, c'est aussi la pérennité économique des organisations. Et moi, quand j'entends le CAL, où je lis ce qui est demandé, dans une approche, bien sûr, de gaz à effet de serre avec Creative Green, mais qu'on entend aussi sur le volet d'éco-responsabilité, c'est qu'on pousse les organisations à se poser la question, quels sont mes impacts économiques, parce que ça fait partie du développement durable, quels sont mes impacts sociaux avec mes gens. C'est la santé, sécurité, on ne l'a pas entendu. Mais sur les scènes, dans les changements climatiques, dans les bourrasques, peu importe, où sont mes gens, où est ma santé, sécurité. Alors, toutes les parties prenantes sont importantes pour revoir l'ensemble des fonctions que j'appelle de l'organisation. Et ça comprend aussi la dimension environnementale, parce qu'on entend parler, mais c'est mon impact environnemental local aussi. Ce n'est pas juste par rapport à l'organisation. Et la dimension que je ne vois pas beaucoup dans le domaine culturel, c'est l'articulation de la dimension culturelle. Et c'est la raison pourquoi je suis motivée à revenir dans ce secteur, parce que j'ai commencé ma vie dans le milieu culturel, puis je le mentionne parce que ça fait quand même drôle, et j'ai bifurqué dans le domaine minier, métallurgique, industriel et manufacturier pour aboutir au fond, considérer que la culture est un enjeu économique pour le secteur économique. On n'intègre pas. Alors, quand on a refait avec le Conseil des arts de la culture toute la révision du domaine culturel, on s'est aperçu aussi que la dimension culturelle devait être décortiquée. Et plus je m'approche, au fond, en accompagnant plus de 80 organisations culturelles en ce moment dans leur politique de développement durable, tout le monde parle du volet environnement, de ses dimensions, mais l'enjeu culturel, pour la pérennité culturelle, il faut qu'elle soit nommée et décortiquée. Et pour l'instant, donc, ça demeure quasi inexistant comme point abordé. Dans les discussions qu'on a actuellement avec l'ensemble des parties prenantes qui sont formées, on dit, oui, mais nous sommes déjà culturels. D'accord, moi aussi, je suis la première, je suis diplômée des HEC en marketing culturel. Donc, j'étais contente de revoir M. Colbert. Mais l'idée, c'est que comment ça se fait que la loi du développement durable du Québec ne mentionne pas la culture? Comment ça se fait que lorsqu'on parle d'intégrer la dimension culturelle dans les plans d'action des ministères, ils nomment que l'idée de distribuer des dépliants? Alors, la culture n'est pas ancrée. Puis, puis c'est sûr, je bifurque un peu parce que là, je fais comme un plaidoyer, mais... On aime ça, on aime ouais, ça. C'est ça. La culture, et je le vois, je l'ai vu, est la transition pour réussir quelque chose qu'on n'arrive pas à faire encore. On est loin du virage. Et la culture ne pourra pas réussir cette transition si vous ne voyez pas déjà la culture comme la force motrice. On n'est pas juste dans une programmation, on est dans un impact sociétal. Alors, donc, dès que... Oui, voilà. Je suis tellement d'accord et je pense qu'on est plusieurs à l'être. C'est tellement juste et vrai.
C'est ça. Il faut que ce soit ajouté, il faut que ce soit nommé, il faut que ce soit ajusté et adapté nécessairement. Donc, c'est pour ça, quand on fait la formation avec les groupes, donc avec Compétences Culture, puis avec Rideau, toutes les salles de spectacle et autres institutions culturelles, et j'aborde dans le même sens, nommer les bons coups au départ. Parce que tout le monde fait du développement durable, c'est juste qu'il faut le nommer. Lorsqu'il est nommé, c'est plus facile de se doter de nouveaux objectifs d'amélioration avec des indicateurs. Puis déjà, avec l'expérience de Festiva qu'on a entendu ce matin, ils sont déjà dans une maturité de dire, bien là, on peut travailler au point. Mais il y a toujours une base à faire. Et entre autres, sur la santé-sécurité, sur les développements des compétences, ça fait partie de la dimension sociale, entre autres. Et voilà, donc peut-être mon petit résumé. Mais oui, que les 4 dimensions, 4 piliers sont importants. Mais en tout cas, on est content de te revoir dans le domaine de la culture, que tu reviennes avec cette boucle. Oui. Qu'est-ce qui se fait à l'étranger qui peut servir d'inspiration pour le Québec? Alors, on m'a interpellée parce que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, en effet, en France, puis aussi dans les pays d'Afrique, puis auprès de l'AFNOR. Et à l'époque, on travaillait sur l'élaboration des normes. On discutait déjà sur la norme des événements co-responsables. Donc, bien sûr, faire connaître le Conseil québécois, qui ont cheminé eux-mêmes de toute façon dans ce dossier-là. Alors, sur l'international, c'est récent, depuis 3 ans, à peu près 4 ans, les institutions muséales s'y attardent, sont au balbutiement, mais sont très près des normes ISO. Alors, donc, ISO 26000, tout ce qu'on appelle l'intégration des normes 9001, 45001, je peux toutes les nommer. Avec gestion du risque, ah oui. Parce que c'est transversal dans la gestion. Donc, d'abord, un plan de développement durable, c'est pour décider ensemble qui nous sommes, comment qu'on est bon, qu'est-ce qu'on peut définir avec mes parties prenantes à partir des enjeux qu'on a identifiés, un plan de match pour progresser. Avec le constat qu'il y a des enjeux importants qui peuvent avoir un impact sur la pérennité, là, on rentre encore dans l'impact économique, d'où l'importance de mutualiser les groupes pour définir l'ensemble des besoins du secteur culturel, pour dire ensemble, on a besoin de tant de millions pour assurer une pérennité. Il va falloir financer cette transition. Mais si on ne peut pas la nommer dans son organisation, qu'est-ce qui nous manque pour avancer? On ne peut pas la nommer entre les organisations pour ensemble donner ce chiffre-là. Puis, au niveau international, bien, ils commencent à mutualiser l'information pour définir ça. Donc, ça serait un bel exemple à suivre ici, de poursuivre, parce qu'on a quand même un chemin vers cette mutualisation qui n'est peut-être pas généralisée encore, mais on est quand même en route tranquillement. Oui, d'où l'importance de commencer. Puis, comme je répète avec la pratique, on découvre des opportunités qui deviennent des opportunités aussi de revenus supplémentaires. Puis, je rajoute, j'écoutais ce matin toute la belle expertise sur scène. Et là, je me dis, elles ne savent pas quelque chose que moi, j'aime bien parler, c'est la valeur immatérielle. Dans une situation économique où on ne peut pas remplir les salles, où les commanditaires vont diminuer, vont avoir un impact, il faut trouver d'autres revenus. Mais où les revenus? Vous avez tous une compétence d'une valeur extraordinaire. Dans cette valeur-là, et pourquoi qu'elle reste fermée dans le milieu culturel? Le milieu économique a besoin d'aide pour innover. Donc, dans vos pratiques, dans la façon de réfléchir, c'est une valeur immatérielle qui doit être évaluée, mesurée pour la proposer, pour aller chercher l'expertise managériale ou de création de votre secteur, puis la proposer dans le secteur économique. Est-ce que tu as des exemples de ça? Bien, nous, on fait l'inverse en ce moment, c'est que j'amène des artistes dans les industries. Alors, entre autres, on aide les industries à améliorer leurs opérations en intégrant à partir des artistes des réflexions sur leur matière résiduelle. Donc, on a créé le projet Éco-production artistique qui permet au fond d'identifier du résiduel à haut potentiel de produits de consommation ou quoi que ce soit. Je donne un exemple. Une ville a des problèmes acoustiques. On visite une entreprise, elle a du résiduel de feutre. Bon, ça a donné que ça s'est fait dans un court laps de temps, donc les liens se font naturellement. Bien, panneaux acoustiques. Alors, avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, d'ailleurs, je salue Nadine Maltais, qui est visionnaire et qui talonne aussi toute sa région pour innover. Alors, donc, ensemble, on a créé ce projet-là qui permet, au fond, de démontrer qu'à partir de matières résiduelles industrielles, on peut créer des nouveaux produits éco-conçus. Donc, on vient rechercher tous les principes qu'Écocéno met en place, mais pour les besoins aussi des villes ou de d'autres organisations. C'est qu'il y a eu, dans l'évaluation du projet, un constat
d'amélioration de la production des industries parce qu'ils ont intégré une artiste qui pense et voit autrement. Alors, ça a eu une amélioration dans la productivité. Donc, si on multiplie tout ça, puis on rentre aussi le secteur culturel dans les industries pour voir comment, sans avoir la réponse, mais déjà les questionner, comment vous réfléchissez, puis je vais vous expliquer comment moi je réfléchis dans mon domaine. Ça peut amener des surprises, je pense. Et ce temps-là est payé pour rentrer des nouveaux revenus dans votre secteur. Que de belles idées à mettre dans notre petite besace à la fin de cette journée. Qu'est-ce qui manque au Québec pour répondre à nos besoins, notre réactivité dans le sens du développement durable puis de l'implantation de ces plans d'action? Un plaidoyer général du secteur culturel. Au printemps prochain, le gouvernement va annoncer son plan d'action développement durable. Il y a tout, sauf la culture. Pour remédier à ça, tout de suite. Et le rôle de la communication responsable dans le processus? Ah, ben là, viens me chercher un autre créneau de mon ancienne vie ou ma première jeunesse, deuxième jeunesse. Là, j'ai multiplié. Mais on garde le cœur jeune, même si on vieillit. Alors, pour dire que communication responsable, mon métier était dans les communications au tout début et avec Fabien Durif, l'Observatoire de la consommation responsable et avec l'appui du Réseau des femmes en environnement, on a développé un guide de la communication responsable. Et c'est intimement lié à la dimension culturelle. Parce qu'à travers ça, on parle d'identité, on parle de la francisation. Il y a des critères de patrimoine matériel et immatériel à valoriser. Nos artistes à valoriser à travers la communication, les choix de mots, éviter l'éco-blanchiment. Alors, il y a des outils qui existent justement pour réfléchir. Ils ne sont peut-être pas à jour parce qu'ils datent de 2012, mais j'ai l'impression qu'on était en avance à l'époque. C'est encore d'actualité. Alors, oui, ça veut dire que ta question m'amène à mentionner plan de développement durable, c'est une chose, mais la mise en œuvre se passe fonction par fonction. Un responsable d'administration, donc dans les fonds, financement, l'éco-fiscalité ou peu importe, ces notions-là sont importantes pour mieux mesurer l'impact économique de ce qu'on fait, impact local aussi économique avec des partenaires identifiés, avec les assurances et les banques, étant donné que les changements climatiques ont un impact sur l'organisation, les filtrations d'eau, les poussières, les vents. Comprendre l'économie circulaire dans l'industrie, c'est que si dans les 5-8 prochaines années, il y a des rénovations, contacter le secteur industriel parce qu'il y a du matériel à donner. Donc, revoir avec les architectes qu'est-ce qui peut être repris dans l'économie circulaire pour anticiper et économiser. Et ensuite, voilà, je parle des fois, vous connaissez un petit peu, mais tout ça pour dire que ça prend toujours une vision, une décision de l'organisation, mais une vision partagée avec ses parties prenantes. Et pour mieux évaluer les risques, d'inclure les banques et les assurances pour ceux qui sont propriétaires de bâtiments. Merci énormément pour ces riches partages, Lorraine. On termine avec Anne-Catherine Lebeau, comme je le disais tout à l'heure, directrice générale et cofondatrice d'Ecoceno, qui est axée sur la production, l'éco-conception. Dans ton cas, comment est-ce qu'on met l'éco-conception dans un plan d'action dans le cadre d'une production, par exemple? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, l'éco-conception, dans le cadre des plans d'action que le secteur va se donner, ça va rentrer plus en fait, carrément dans le plan d'action, pas seulement pour une production. Dans le fond, quand on fait des accompagnements en éco-conception, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment partager la vision artistique puis voir comment on peut la faire en générant le moins de déchets possible, le moins d'impact carbone possible et pour arriver à une production qui soit la plus éco-responsable possible. Dans le plan d'action, par exemple, du Théâtre du CEP, on a identifié des cibles. Ils se sont dotés de cibles, par exemple, qui sont inspirées du Theatre Green Book en Angleterre, donc où on a une cible de 50% de matériaux issus du réemploi dans les décors, costumes et accessoires et une cible de 65% de matériaux qui seraient remis en circulation à la fin de la production. Donc, tout ça, c'est pour accélérer la transition aussi vers l'économie circulaire. Donc, c'est la façon c'est les cibles dont on peut se doter quand on fait une production et dans notre plan d'action et qu'on peut suivre. Nous, on a développé aussi chez Ecoceno des tableaux d'éco-conception. Donc, c'est un outil de suivi, un tableau Excel finalement, mais qui nous permet de voir est-ce qu'on atteint ces cibles-là ou pas et de se poser les questions pourquoi on ne les atteint pas, est-ce qu'on peut atteindre plus, où est-ce qu'on en est. Donc, l'idée d'un plan d'action, c'est vraiment de pouvoir s'asseoir ensemble, se doter, discuter, voir c'est quoi nos cibles, puis comment on va y arriver, puis de pouvoir, comme le Musée McCord le fait, à la fin de la première année, se dire, bon, où est-ce qu'on en est à la fin de la deuxième année, puis dans le fond, participer au sein de notre organisation au grand mouvement de la transition socio-écologique.
Oui, et donc, comme le disait le nommé Amélie ce matin pour du CEP, il y a un plan d'action global, mais après, pour chacune des productions, on adapte également ce plan d'action-là où on peut se doter d'un sous-plan d'action, si on veut, pour chacune des productions. Bien, à chaque production, dans le fond, on fait les calculs pour voir si on est bien aligné avec le plan d'action général à ce moment-là, avec les cibles d'éco-conception. Est-ce qu'il y a des angles morts que tu remarques dans ces plans d'action-là que tu vois et qu'est-ce que tu proposerais pour adresser ces angles morts? Bien, en fait, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment. C'est sûr que nous, on a créé Ecoceno parce qu'on considère que c'est évident que la culture est un moteur pour la transition socio-écologique. Donc, Ecoceno, on s'occupe d'éco-conception, mais c'est plus large que ça. C'est vraiment comment on va outiller le secteur pour qu'on ait pleinement conscience et qu'on puisse actionner tout ce qu'on a pour participer pleinement à la transition socio-écologique. Donc, mettre en place des plans d'action, des politiques, souvent c'est vu comme, et généralement vu comme une charge, comme quelque chose où on ne se sent pas outillé, qui se rajoute à notre charge de travail. Je pense que ce qui est vraiment important, tu nommais la culture, l'importance de la culture, donc on peut le nommer aussi dans notre plan d'action, comment par notre profession, par notre expertise, on va être un acteur de changement dans la transition socio-écologique. Le plan d'action, dans le fond, ça vise à nommer comment on va participer à ce mouvement-là. Également, on est conscient qu'il y a une grosse surcharge de travail dans le milieu culturel. Ajouter les plans d'action, c'est souvent vu comme encore quelque chose de plus. C'est le moment aussi de se poser des questions de comment on veut travailler. Est-ce qu'on veut adapter nos modes de travail? Est-ce qu'on veut travailler différemment? Parce que le développement durable, il y a un aspect social aussi, donc qui peut inclure ça. Là, comment on parlait brièvement là, avant la pause de justement, on est au mois de novembre, tout le monde est épuisé, il y a moins de luminosité. C'est des cycles naturels qui arrivent à chaque année. Est-ce que pendant qu'on fait notre plan d'action, on peut se poser les questions comme équipe? Est-ce que à chaque année, il va revenir le mois de novembre, puis à chaque année, il va y avoir moins de lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on planifie différemment? Puis, ben, c'est sûr que l'éco-conception, les outils Creative Green, ça nous aide à calculer qu'est-ce qu'on fait. Puis Nathalie Maillé a nommé, c'est super important de découpler, de nous extraire de cette idée que le succès, c'est de faire de plus en plus de production, parce que aussi, dans une démarche de développement durable, de transition socio-écologique, dans le fond, si on réduit de 50% l'impact de nos productions, mais qu'on en fait 2 fois plus, on n'a pas du tout avancé. C'est nul, ça s'annule. Fait qu'il faut faire attention des fois, si j'y crois à l'éco-conception, puis je pense qu'il y a beaucoup de solutions là-dedans, mais par contre, si on s'enligne que sur des cibles comme ça, on a un immense angle mort qui fait qu'on n'est pas en train d'avancer collectivement du tout. Il y a des grandes questions à se poser à ce niveau-là, puis c'est pas nécessairement des questions simples, on en est conscient. Il y a beaucoup d'aspects à considérer là-dedans. Est-ce que tu constates une volonté du public, des institutions et organismes, d'entendre parler de développement durable davantage, d'aller plus vers ce genre de plan d'action, de l'intégrer davantage? Oui, bien, je sens de la part, en fait, j'entends beaucoup de spectateurs qui me demandent quels spectacles sont éco-responsables? Je veux faire des choix, acheter, c'est voter, je veux aller vers des productions éco-responsables. C'est quelque chose que j'entends, c'est très récent, mais c'est présent, fait que c'est quand même intéressant. Je trouve ça super inspirant aussi. Je trouve qu'il y a comme un mouvement maintenant où de plus en plus d'institutions culturelles affichent publiquement leurs actions. Donc, ça, que je pense que c'est important aussi pour la transition, que c'est des informations qui sont publiques. Tantôt, Amélie parlait des grilles superposées. Oui, il y a le cadre budgétaire. Après, il y a le cadre de développement durable. Mais c'est sûr que le cadre budgétaire, on est habitué à ce qu'il soit très, très caché et confidentiel. En l'occurrence, le cadre de développement durable, je pense qu'il y a vraiment avantage pour partager les informations. C'est un travail qu'on doit faire collectivement. C'est un travail qui implique beaucoup de partage. On est dans le milieu culturel, surtout les organisations qui sont soutenues. En fait, les organisations qui sont soutenues par le Conseil des arts et lettres du Québec sont des organismes à but non lucratif, des entreprises d'économie sociale. Donc, on peut tellement bénéficier du partage, de la mutualisation des connaissances pour avancer collectivement et être beaucoup plus fort ensemble.
et créer ça, créer ce nouveau contexte-là ensemble, puis que ça nous permette de nous doter de meilleures conditions de travail. Je pense que c'est possible, je pense que c'est absolument nécessaire et je pense que c'est un outil qui peut nous servir à faire ça. Oui, puis que ça s'inscrit dans le développement durable. On parle de la transition socio-écologique, on oublie la plupart du temps le social. Exactement. Dans cette transition-là qu'on veut faire collectivement. Et là, on parle de mutualisation des ressources. On avait tout à l'heure une suggestion de nommer là-dedans les humains aussi. Tu sais, on est aussi une ressource de mutualisation parce qu'on a des partages qu'on peut faire à travers une communication responsable, une transparence, puis le fait que le grand public ait accès à ces informations-là de la part d'organismes culturels desquels ils consomment de la culture, ben ça leur donne un accès privilégié, riche, et ça ouvre une conversation et une réflexion autour de ça qui va aller beaucoup plus loin, qui va permettre de percoler. Là, on serait rendu à une période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se lever pour aller au micro et poser des questions? Sinon, on va continuer à jaser. Hein. On a plein de choses à se dire. Est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas de questions en ligne, mais si vous hésitez à parler au micro, oui, vous pouvez les soumettre en ligne également, donc il est encore temps. Oui, Lorraine. J'aimerais ajouter, lorsque on mentionnait les certifications, c'est des références intéressantes pour s'inspirer. Si on a besoin d'être certifié, ben, c'est d'encourager aussi les progrès, donc c'est de reconnaître et de faire reconnaître, de communiquer à partir d'un référencement. Le gouvernement du Québec mandate le Bureau de normalisation du Québec pour créer la norme canadienne des critères ESG pour toute l'approche environnementale, sociale et de gouvernance. Tout ça, même par rapport à tout ce qu'on parle dans les certifications, ça vient à la base d'ISO 26000, BNQ 21000, mais là, on va parler d'ESG, des critères. Et je suis montée à Québec pour défendre la culture, parce que j'ai dit qu'il faut que ça devienne ESG plus C. Et ils ne pourront pas le faire parce qu'internationalement, puis ça je le sais, là, c'est ESG, parce que les comptables ont décidé que c'était ESG. Alors, et on a besoin d'eux. Et ceci étant dit, pour le défendre, j'ai réussi à débattre l'idée, au moins pour que le comité puisse réfléchir sur les critères. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je me pose la question éventuellement, si ça percole pas ou ça stoppe, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une lettre ouverte dans le devoir sur une demande claire? Je dirais oui. Du secteur pour influencer. Parce que c'est pas anodin. Et j'ai fait la démonstration que la dimension culturelle a même un impact économique dans le secteur minier, industriel, manufacturier. Puis, c'est de voir une autre perspective de la culture. Et quand le gouvernement va présenter son plan de match, puis je dis que c'est pas nommé, c'est que ça peut être nommé à quelque part de manière transversale. C'est des questions culturelles qui doivent être posées pour réussir la transition. Donc, c'est pas nécessairement culture-production, c'est pas nécessairement mon institution, c'est comment moi, dans mon action globale en culture, j'ai un impact dans cette transition. Alors, c'est pour ça que le premier devoir, c'est vraiment d'être des champions dans le développement durable dans son organisation. Après ça, on comprend mieux, on fait des synergies entre le domaine culturel, entre soi, pour identifier des enjeux communs, mutualiser, puis avancer. Et là, après ça, on est capable de débattre puis de défendre parce qu'on comprend mieux ce qu'on fait. Alors, c'est ce que je souhaite. Absolument. Oui. Nous avons des questions de chaque côté de la salle. Ben voilà, ils se sont rendus. Peut-être, voulais-tu rebondir rapidement avant qu'on poursuive? Je ne vais pas rebondir sur ça, j'ai un autre sujet, mais on va répondre aux questions. OK, parfait. Après, je vais... Encore une fois, je ne vous vois pas. J'irai à la gauche. Je vois une ombre. Oui, vas-y, en premier. OK, j'y vais. À la droite. J'ai une question parce qu'à main levée, on peut peut-être demander dans l'assistance combien il y a d'éclairagistes, de costumiers, de perchistes son. Ma question, c'est bien beau d'avoir effectivement, et c'est absolument nécessaire, j'en conviens, d'avoir le buy-in de la direction du CA et tout ça. Mais dans la vraie vie, on l'a dit tout à l'heure, il faut que toutes les parties prenantes dans l'organisation se sentent faire partie justement de cette nouvelle mission d'amener l'organisation vers du développement durable. Comment on fait pour que ça percole à tous les niveaux, dans tous les métiers, puisque c'est justement chaque poste qui doit le mettre en œuvre? Excellente question. Qui veut débuter? Ben, je sais que je vais parler de Lorraine. CA, fait que je vais aller tout de suite. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut absolument, puis comme disait tout le monde ici autour de la table, toutes les parties prenantes, internes et externes, doivent participer pour vraiment définir des enjeux communs. Mais même si ça vient de la base, et si la haute direction ne veut pas l'entendre, ben ça demeure que des intentions ou des actions.
c'est difficile de la rentrer dans la stratégie d'organisation. Donc, il faut vraiment que la direction aborde, mais ça devient une culture collaborative, intégrateur avec l'ensemble des parties prenantes. Et vous avez raison, si les parties prenantes ne participent pas, il n'y aura pas d'objectifs géniaux là, à atteindre parce que ça appartient à tout le monde, les objectifs. Oui. Sophie Laurence? Oui, si je peux rebondir, je trouve que la question est vraiment très pertinente. Dans le cadre de nous, qu'est-ce qu'on fait au Réseau des femmes en environnement / Conseil québécois des événements éco-responsables, je le précise puisqu'on a nommé nos 2 noms aujourd'hui, c'est que quand on accompagne une organisation, en fait, on essaie de justement rassembler le plus de monde possible autour de la table. Donc, tous les corps de métier possibles, tous les employés sont impliqués dans la démarche et ont un mot à dire. Et de plus en plus, on tente d'aborder la chose, pas en disant « on vient vous parler d'environnement ou d'éco-responsabilité ». On vient plutôt savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Puis finalement, on se rend compte qu'on réussit à trouver des solutions à des enjeux environnementaux en n'ayant pas comme nécessairement mobile commun de réduire les impacts environnementaux. Parce que ce n'est pas nécessairement là-dessus qu'on va mobiliser toutes les personnes. Pour certaines personnes, ça va être pour faciliter son travail au quotidien, l'action qu'on va mettre en place. Pour d'autres, ça va être que ça va coûter moins cher de faire cette action-là plutôt que l'autre. Donc, finalement, on réussit à mettre une action en place qui, oui, répond à la question de l'environnement, par exemple, mais qui va rassembler une panoplie d'acteurs parce qu'on a trouvé un sens pour chaque personne à travers ce changement-là. Anne-Catherine? Oui, j'ai envie de rebondir aussi. En fait, je serais curieuse qu'on fasse la main levée. Je ne serais pas surprise qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc, c'est certain que, évidemment, la haute direction est très importante. La mise en œuvre dépend de tous les corps de métier. Je pense qu'il y a beaucoup qui tient à la formation. Dans les plans d'action aussi, la mise en œuvre des plans d'action passe par tous les chaînons, tous les maillons de la chaîne. C'est vraiment un travail collectif, dans le fond, pour y arriver, c'est certain. Donc, je pense qu'il y a besoin de formation pour que les gens sachent comment agir et qu'est-ce qui est entre leurs mains. Je dirais aussi que pour côtoyer, nous, en éco-conception, beaucoup de concepteurs, de personnes conceptrices, on sent que c'est vraiment pour plusieurs, au niveau du besoin de sens, de cohérence, une nécessité, et de penser qu'il y a des plans d'action qui se mettent en place et qui donnent de l'importance à ça. Dans le fond, c'est souvent... Oui, c'est complexe de comprendre comment le faire, mais c'est aussi un grand soulagement de ne pas se sentir seul avec cette démarche-là, avec ces objectifs-là, mais de sentir qu'on appartient à un mouvement plus grand que nous et qu'on ne va pas le faire sur le côté puis se surcharger nous-mêmes en parlant pas trop. Au contraire, on va devenir fiers des actions qu'on pose déjà et qui participent à cette transition-là. Merci Anne-Catherine. Merci pour la question. Question suivante. Bonjour. Ma question est dirigée vers Anne-Catherine Lebeau, mais j'aimerais que cette question-là soit entendue vraiment pas comme une question piège, mais plus comme un désir de réflexion ensemble. Alors, ouais. Ça commence bien. Hey, je sais, je m'excuse avant de parler, mais je trouve ça mieux de même. Alors, vous avez dit que si on produit 2 fois plus en réduisant de 50% notre empreinte de production, on n'est pas plus avancé, mais j'aimerais amener la loupe sur le fait que est-ce que la culture comme force motrice, ça dépasse pas l'idée de produire un peu plus de matière puis de gaz à effet de serre, dans le sens que si on rejoint plus de gens, est-ce que c'est pas bien de plus produire si c'est justement ça la plus grande force de la culture? C'est une excellente question. Merci beaucoup de la poser. En fait, effectivement, c'est un arbitrage à faire toujours. Ce que je dis en produisant 2 fois moins, c'est pas du tout de produire moins de culture. C'est par contre, je pense qu'il y a des processus de production. Je pense qu'on est entré dans un système de production qui a des cycles très, très courts et qui surproduit. Je pense que c'est un vrai problème. Donc, le problème, c'est pas de réduire l'accès à la culture ou de réduire la culture. C'est de se permettre
Puis ça dépend pas juste de nous, là, ça dépend des politiques, ça dépend des financements. Puis on est en crise de financement actuellement. Fait que je suis aucunement en train de dire que c'est facile. Par contre, d'avoir des cycles de production plus longs qui nous permettent d'aller plus en profondeur dans des enjeux, qui permettent de faire des spectacles plus aboutis, qui vont potentiellement rester plus longtemps à l'affiche, qui vont être plus marquants pour les gens. Je pense que c'est là qu'on va vraiment aller chercher tout le pouvoir de la culture, plutôt qu'en conservant un rythme de production avec des cycles qu'on sait tous qui sont, en général, 95% du temps trop courts pour arriver à quelque chose qui va être vraiment marquant. Je pense qu'on a besoin de se poser ces questions-là, puis que dans le cadre d'une réflexion sur la transition écologique, c'est le bon moment de se les poser. C'est vraiment une belle question. Est-ce que vous vouliez rebondir sur ça ou... Moi, j'aborde vraiment dans le même sens, puis c'est une excellente question. C'est réaliser un processus de développement durable, c'est de repenser qu'est-ce qu'on fait. Ça répond à quoi? Est-ce qu'on doit faire comme avant? Là, je dis toujours, le statu quo n'est pas une option, ni faire comme avant. Fait qu'on part de là, mais donc l'introspection est vraiment importante, le réel besoin qu'on appelle aussi. Alors, ce sont d'autres notions, mais c'est en dialoguant avec les parties prenantes, en définissant les enjeux qu'on va trouver avec l'intelligence collective, les solutions, mais j'aborde que c'est dans le changement de façon de faire. Ouais. Ça complétait. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Maïté? Oui. Ce que j'ai pas dit tantôt. Il y en a une. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y a quelqu'un là-haut. Je vais la poser après. Hein? Ben, je voulais juste faire une petite réflexion sur l'empreinte carbone du secteur culturel. Elle est effectivement très basse. Donc, c'est sûr que là, avec, comparativement à plein d'autres, avec les nouvelles, ce qui se met en place avec Creative Green, on incite les compagnies et on a besoin de se doter d'outils communs pour faire ça. Mais il faut faire attention de ne pas avoir un angle mort où la démarche de développement durable ou de transition écologique se résume à calculer l'empreinte carbone parce que, quand on le fait, on se rend souvent compte qu'il n'y en a pas tant. Aussi, au niveau du sens puis de la cohérence de ce qu'on fait puis de pourquoi on a des démarches artistiques, dans le fond, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant où, des fois, calculer le carbone, c'est comme un peu calculer les calories quand on mange. Puis là, je vais utiliser donc, c'est jamais très inspirant. Puis, c'est pas très sain non plus. Puis, je vais utiliser une super belle image de ma collègue cofondatrice, Jasmine Catudal, où, dans le fond, quand on fait une pièce de théâtre, quand on fait une œuvre artistique, ce qu'on fait, c'est qu'on convie les gens à un festin. Donc, quand on est convié à un festin, en général, ça ne nous intéresse pas tant non plus, à combien de calories. Par contre, ça peut vraiment nous intéresser d'où viennent les choses, est-ce que ça vient des producteurs locaux, où est-ce que ça va aller après, s'il y a des restes, il y a déjà un lien avec une organisation. Donc, c'est vraiment aussi dans le secteur de... oui, il faut le faire. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, là, les outils Creative Green, mais c'est une petite partie. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous amener vraiment à trouver des voies qui sont cohérentes avec ce qu'on fait, puis qui sont inspirantes aussi. Qui pourront être faites dans le plaisir, comme dans un festin. Lorraine? Lorsqu'on accompagne, les gens sont toujours surpris de dire que le développement durable, au départ, ils pensent que c'est l'environnement, mais c'est social est extrêmement important. Puis l'impact, peut-être secteur culturel, c'est bien de mesurer l'environnement, mais probablement les autres dimensions sont là qu'on devrait améliorer les indicateurs de performance pour mieux comprendre l'impact de la culture. D'autres travaillent, je parle de d'autres secteurs industriels, s'occupent beaucoup de l'environnement parce qu'ils émettent beaucoup, mais c'est bien qu'il y ait un focus environnement pour le secteur culturel, mais je pense qu'il faut documenter davantage les autres parties pour mieux comprendre et laisser la place d'agir dans ces autres dimensions-là. Définitivement. Sophie Laurence? Oui, je vois qu'il reste peu de temps. Je voulais simplement spécifier, on parlait qu'il n'y a pas juste les GES qui existent, les émissions de gaz à effet de serre, mais juste en matière d'environnement, il y a beaucoup d'autres enjeux. On a commencé la journée en parlant de la crise de la biodiversité également. Donc, quand on calcule notre impact environnemental, oui, il y a des GES, mais il y a plein d'autres enjeux environnementaux à regarder. Merci, Sophie Laurence. On va y aller rapidement pour une dernière question. Oui, on a une question en ligne en termes de... j'en ai plusieurs maintenant. Bon, on va en prendre une. En termes de reddition, divulgation volontaire, plaidoyer,
quel cadre d'impact pourrait être pertinent pour la culture? Je ne suis pas certaine. De bien comprendre. Ouais. Peut-être que cette personne souhaite reformuler. Oui, c'est pour ça que je voulais la lire quand même, si la personne veut quand même parler au micro. Puis sinon, on peut clarifier. s'en jaser autour d'un croissant après, là. Oui. Ah, Au micro. bah, monsieur est là. Oui, c'est ça. Oui. Donc en fait, c'est ça, vu qu'on parlait de justement finalement d'une forme d'analyse bénéfice, voir ce qui est plus négatif, de montrer ce qui est plus positif que sur le social économique. Souvent, dans le communautaire, on parle beaucoup de cadres d'impact positif et ou négatif. Là. Est-ce qu'il existe des choses dans lesquelles on peut avoir un espèce de cadre de reddition qui peut être justement un langage, qui peut parler à différents secteurs, que ce soit les institutions publiques ou autres, qui pourrait être pertinent, notamment pour la culture. Ça existe beaucoup dans le communautaire, mais peut-être moins dans la culture. Alors, je pense qu'on va manquer de temps pour peut-être aller en profondeur. C'est peut-être une question un petit peu vaste pour répondre rapidement, malheureusement. Je pense qu'on va peut-être certainement arrêter là parce que on a déjà dépassé le chrono. Sinon, peut-être, je suis désolée pour les personnes qui étaient en en une attente phrase. pour des questions. En une phrase. Reddition de compte, il y a un cadre, je ne sais pas si je comprends bien, mais dans une reddition de compte, il y a des cadres pour être en mesure de rendre compte dans l'ensemble des dimensions de développement durable. Puis, à travers ça, il y a des indicateurs ou tout ce qui est lié à la conformité, parce que chaque organisation a de la conformité, santé, sécurité. On peut prendre sur les ressources humaines déjà juste ça. Alors, je ne sais pas si ça répond, mais je me référais plutôt à ces notions-là, puis les communiquer comme bilan. Merci beaucoup. Donc, Lorraine Simard, cofondatrice, experte conseil, environnement et leadership sociétal, Comité 21. Je remercie également Anne-Catherine Lebeau, directrice générale et cofondatrice chez Ecoceno, et Sophie Laurence, co-directrice générale par intérim à Conseil québécois des événements éco-responsables. Merci de vos interventions. Merci tout le monde.